Allez, bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, hein. On va s'adapter un petit peu aux aléas climatiques de la semaine, puisque mon petit a pas trop chaud de faire des siestes. Du coup, j'ai pas vraiment beaucoup de temps sur les horaires de travail habituels pour vous faire les émissions. J'essaie de les assurer en anglais. Donc voilà, on va changer un peu ça, c'est-à-dire que quand j'aurai un peu de temps, c'est-à-dire le soir, j'essaierai de vous faire les émissions quotidiennes, à défaut de ne pouvoir donc les faire le matin. Ce jusqu'à la fin de la semaine, hein. La semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. C'est juste que là, la nounou est en vacances. Donc, il faut bien assurer les deux ensemble et c'est pas facile. Bref, parenthèse refermée. On va tout de suite au graphique et on commence par le Bitcoin qui vous plaît le plus. On va se mettre en grand écran pour être tranquillou et on commence. Donc, on est bien dans le scénario anticipé, c'est-à-dire que pour l'instant, les bears prennent la main tout doucement mais timidement. On commence à y arriver, on se maintient sous le prix d'ouverture hebdo et pour l'instant il n'est pas franchement remis en cause. Les boules sont en train de perdre la main. On voit bien ici deux vagues de consolidation avec un momentum haussier et des prix toujours baissiers. Ça veut dire que les bears ont bien toujours la main dans ce marché-là. Les résistances restent donc recherchées plus par des ventes. Donc pour l'instant, voilà, on se dirige timidement vers les supports. Pas encore d'euphorie tant qu'on n'a pas pété le plus bas de la semaine, c'est-à-dire ici. Ce n'est qu'à moment où on aura pété ce truc-là qu'en tant que bear, je pourrais me reposer, c'est-à-dire mettre mon stop à break-even. Pour l'instant, c'est impossible. Mon stop a simplement été abaissé au-dessus de la résistance, c'est-à-dire qu'à ce stade, maintenant, je ne veux plus voir les prix remonter au-dessus de cette résistance. Je ne suis pas encore sur des gros renforts. Je pense quand même prendre un petit renfort par là, mais un tout petit, c'est-à-dire complètement négligeable, mais je vous en parle quand même pour la transparence. Voilà. Comme j'abaisse légèrement le stop, je peux me permettre de mettre un tout petit levier ici, puisque donc maintenant, théoriquement, l'invalidation fait 7%. Donc voilà, enfin, c'est à calculer, mais en gros, de toute façon, de tête, ça fait vraiment un tout petit renfort de l'ordre de 10 à 15% par rapport à la taille existante de la position. Donc voilà, j'attends évidemment qu'on passe là pour pouvoir abaisser une nouvelle fois le stop, donc probablement au niveau du prix d'ouverture hebdo, donc ça me fera un nouvel abaissement de stop et donc probablement la possibilité d'effectuer un nouveau renfort dans cette zone de prix. Je pense qu'on va se diriger vers ce type de schéma-là, c'est-à-dire déjà là normalement on est sur un sommet, hein, donc ça veut dire qu'on repart sur 5 vagues de baisse. Je pense qu'on est en train de préparer un truc comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et une 5 bien violente derrière qui va évidemment prendre tous les bears à contre-pied et qui pourrait nous mener dans la zone escomptée, c'est-à-dire 5100 et compagnie. Moi, à partir de 5100, ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire qu'ici, j'encaisse et après, peu importe ce qui se passe, mais là, c'est ici où normalement on devrait avoir une vraie bérésina baissière. Entre guillemets, ici, des sous-vagues. Hein. Je vous rappelle qu'une vague étendue, c'est aussi plus long dans la durée. C'est-à-dire que voilà, il faut vous attendre à ce que derrière, en fait, on n'ait que des sous-décomptes baissiers, mais qui restent évidemment au sein de ce décompte majeur. Donc voilà, c'est à peu près à ça que je m'attends. Donc à voir, hein, mais là je pense qu'on est sur des phases consolidantes, qu'on va retrouver une phase de baisse, puis reconsolidante qui normalement reviendra chercher notre bottom de vague 1. Donc les 8009 pourraient être recherchés une dernière fois. On voit que c'est un prix qui quand même historiquement a eu beaucoup d'importance. Je vais voir si dans l'histoire on a eu plus que ça, bon, pas plus que ça. Mais là dernièrement on voit bien que c'est un gros cluster les 8009. Donc je pense qu'effectivement on viendra leur dire un petit bonjour avant de leur dire au revoir pour un bon moment et de tomber probablement de à peu près 3 à 4 000 dollars minimum. Et puis après, derrière, je vous l'ai dit, moi, je pense que la phase de baisse sera plus ou moins terminée, en tout cas plus intéressante à jouer en tant que vendeur. Il me semble qu'à ce stade-là, il sera plutôt intéressant, au contraire, de rechercher des premiers signaux d'achat de long terme. Voilà, parenthèse donc refermée, parce que Bitcoin, mis à part ça, moi, je vois pas grand-chose d'autre à vous balancer en ce moment. Donc je pense que la patience est un petit peu la seule des options actuellement. Pardon, je surveillais un petit cri. Donc voilà, patience, je pense que les bears sont en train de reprendre la main doucement mais sûrement, et je pense qu'évidemment, ça ne va pas se faire immédiatement. Maintenant, moi je préfère être clair, je suis dans le camp des vendeurs, je suis prêt à renforcer si on va plus vite que prévu, mais je pense qu'on devrait avoir un début assez lent, et c'est plutôt sur la fin, je pense qu'on va se diriger sur des choses plus punchy. Maintenant, il est clair que moi je suis dans le train vendeur, et que toute cassure de support, ce sera des abaissements de stop, et ce sera des renforts. Hein. Voilà, je préfère être clair là-dessus. C'est pas encore validé, mais une fois qu'on aura atteint ça, c'est-à-dire une fois qu'on commence à péter le plus bas weekly, là je me lance dans des choses plus sérieuses sur le Bitcoin. Sans pour autant atteindre des leviers de dingo, on est vraiment sur les phases terminales de crack, c'est pas là qu'il faut faire de l'argent, hein, qu'on soit bien d'accord, l'argent il devait être fait avant, là on essaie de grappiller des miettes pour derrière acheter des Bitcoins gratuits. Voilà.
Pour la partie Bitcoin, on va jeter un petit coup d'œil allez, sur les altcoins donc, qui suivent exactement le schéma qui était escompté là aussi. Donc dans une phase de baisse, on est bien en 5 temps. Ici, on tergiverse un peu, on forme un petit range à la con de consolidation franchement. Et ensuite, je pense qu'on recolle une vague baissière pour un schéma 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on s'arrête. Ensuite, on remonte en 2 vagues. Mais à ce moment-là, je pense que seuls les altcoins remonteront. Je pense que là, le Bitcoin ne remontera plus à ce stade-là. Mais on est bien donc dans ce cas-là où j'attends maintenant donc que à la fois altcoin et Bitcoin aient terminé leur petite conso pour se réattaquer au support. Quand ils se réattaqueront à ces supports, je pense que cette fois, nous aurons un sine wave bearish avec un momentum bearish. C'est-à-dire là, on est bien passé boule. Vous voyez que ça passe plus. Donc là, maintenant, je pense qu'on va avoir un cycle bear qui va donc permettre des cassures de support avec un donc sine wave, cycle et momentum baissier. Normalement, on défonce du support typique des vagues 3. Donc, à voir un petit peu ce qu'on peut tirer à ce niveau-là. Mais ça me semble assez intéressant. Donc moi, ce que je veux voir, évidemment, derrière, c'est la création du canal, c'est-à-dire attendre qu'on arrive par là et viser donc derrière le report en bas de canal. Normalement, sur une vague 3, on doit légèrement le casser. C'est-à-dire qu'on doit légèrement basculer dessous, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Voilà. Mais en tout cas, c'est par là qu'il faut gérer son risque dans la vague 3. On peut très bien avoir un schéma comme ça ne me surprendrait absolument pas. Donc voilà, pour l'instant, je dirais vraiment patience. Ça me semble vraiment trop proche pour s'attaquer immédiatement à des choses baissières. Ça me semble qu'on est vraiment dans une forme de conso là, et on va réattaquer, je pense, les supports derrière en même temps que le Bitcoin. Toujours pas de certitude à ce niveau-là, on est vraiment sur du trading spéculatif. Les leviers doivent le rester également, c'est-à-dire que la perte ne peut pas excéder 3 à 5% de votre capital. Au-dessus, c'est plus du trading, c'est du pari. On continue sur les autres secteurs. Alors bon, on va attaquer, voilà, US Oil, droit dans le dur. Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est ça qui fait bouger les marchés. Ils sont super chauds, volatilité de gros dingo. Donc ça fait moins 4, plus 5. Enfin, c'est n'importe quoi en ce moment, l'US Oil. Gros marché, beaucoup de volume exécuté, c'est nerveux, c'est là que ça se passe. C'est ce qui catalyse les rebonds des actions aujourd'hui. On va voir si c'est suivi dans les prochains jours. Pour l'instant, il n'y a pas de folie non plus. Mais voilà, on voit bien, donc toujours la même mécanique. Le VIX est vendu. On est sur des zones absolument hallucinantes pour le VIX. D'accord, 13,4 pour un VIX, c'est pas normal dans le contexte actuel avec la macroéconomie qu'on a. Mais encore une fois, on ne se met pas contre le marché. Si vous essayez de rationaliser les mouvements, vous serez toujours mal barré, enfin souvent mal barré. Donc on ne cherche pas à comprendre. Wall Street a envie de faire, envie de faire le con. En fait, il faut le dire comme c'est. Je pense que là, c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui à Wall Street. Mais encore une fois, on ne va pas contre ce mouvement-là. Donc moi, je vous avais donné un scénario pour aujourd'hui pour Wall Street qui était une vente en 15 minutes sous condition de signal sur des niveaux précis. Aucune de ces conditions n'a été réunie pour l'instant. Je reste donc out à Wall Street. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, c'est une journée rouge pour le compte puisque la plupart des actions que je vends sont largement dans le vert aujourd'hui. Facebook qui me met donc dans le rouge aujourd'hui, de même que Tesla qui me fout mal. Par contre, General Electric me fait du bien aujourd'hui. Mais comme c'est un levier contre-tendance, j'ai pas mis beaucoup de levier sur General Electric, ça ne permet pas aujourd'hui de combler les pertes. Je vois tristement Morel et Prom, qui pour ceux qui suivent depuis un bon moment, savez, celle-là j'ai voulu l'acheter pendant un moment, j'ai été ressorti bêtement, je vois qu'aujourd'hui elle me rapporte les 30% de gains que j'aurais aimé escompter à la base. Donc voilà, c'est dommage, Morel, j'aurais dû la reprendre, je l'ai un peu mauvaise, bon voilà, tant pis. Donc Morel, c'est dommage, mais c'est comme ça. En tout cas, la stratégie qui était initiée à la base est en train de payer les gains qu'elle aurait dû produire si j'avais bien fait mon job. Donc c'est tant pis pour moi, j'ai oublié. Le gold, on va en parler juste après. Mais voilà, d'abord l'US Oil. Donc on va le remettre en contexte. Quelle était ma stratégie à la base sur l'US Oil? C'était d'acheter. Donc c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans le sens de ce que je voulais à la base. Le problème, c'est que ça ne se produit pas dans le contexte que je voulais. C'est-à-dire que pour moi, il y avait un risque de retour baissier. Donc les franchissements de résistance, c'était peut-être encore un peu rapide. Pour moi, je ne vois pas de structure de consolidation ici, ce qui fait que je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on est plutôt dans ce cas-là déjà en train de chercher la vague 5. Je vais la jouer simple, je pense qu'on a une 1 ici, une 2, une 3, dans ce cas-là une 4, mais qui a vraiment aucune forme consolidante classique, ou peut-être on peut la considérer comme un... Non, même pas. Enfin, voilà. Moi, je ne vois pas de structure de consolidation là, donc je ne comprends pas l'extraction haussière. On va regarder immédiatement, mais est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une conso étendue ? Non, voyez, on a bien dépassé la zone 138. Donc ça ne peut plus être une consolidation étendue, c'est forcément un mouvement de tendance à la hausse.
Moi, je ne comprends pas. Donc, pas de structure qui me permet d'acheter. Même si j'anticipais un mouvement acheteur, je ne touche pas. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment sur la fin du mouvement. C'est-à-dire que là, tous ceux qui s'amusent à rentrer tirent en intraday pour essayer de grappiller 1 ou 2 dollars à la hausse. Probablement, dès qu'on arrive sur cette zone de résistance, ça va faire mal. En sachant qu'ici, on est sur une zone où il y a très très peu de volume. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on a dégommé ici, ça a été une zone de décrochage baissier. Donc, faites attention. Le risque, c'est que là, du jour au lendemain, ça fasse BAM, ça décoche. Et le problème, c'est que derrière, il n'y a plus personne qui suit. Et on reviendra jamais chercher ces prix. Il faut que vous soyez conscient d'une chose. Ici, quand on est sur ce genre de truc, regardez, je vais vous montrer comment on fait. On a parlé hier soir de volume profile pour ceux qui étaient. En fait, ici, si vous prenez un fixed range, donc voilà, si on fait un profil de volume de la baisse ici, hop, vous allez voir la tronche, voilà. Où est-ce qu'il y a eu zéro volume? Ici. C'est ce qu'on appelle un décrochage, c'est-à-dire une zone de faible volume, c'est une zone à breakout. C'est-à-dire que comme ça a été breaké ici, on peut très bien remonter, échouer, et là derrière, c'est repli vers la zone de volume, et ça fait mal. Hein. Autant vous dire que si on doit repasser de, allez, on va dire 72 dollars et compagnie qu'on doit être là, je ne sais plus à combien on est en ce moment, même pas, hein, vous voyez, on est encore loin du vrai job. C'est-à-dire que là, on titille un peu la zone, on essaie d'aller voir jusqu'où on peut monter. Mais vous voyez, on est là, dans la zone où il n'y avait pas de volume la dernière fois. Là, en gros, soit on parvient et on accède à cette zone-là, effectivement 77 dollars, et ce sera vendu. Hein, c'est-à-dire que derrière, ici, 77 dollars, on va ranger, puis on aura fait la conso A, B, C, et on repartira à la baisse. Hein. Moi, je pense qu'on s'arrête là. Hein. Je vois pas aller plus loin que ça. C'était la target. Hein. Et rappelez-vous, encore une fois, quand on était à 30 dollars, j'étais encore un des seuls crétins à dire qu'il fallait acheter de l'US Oil. Hein. Voilà. Pour viser ces fameuses targets à 70. Bon, je trouve que je n'ai pas tout gardé, hein, mais j'ai quand même bien tradé cette trend. J'ai quand même pris de beaux gains sur l'US Oil. Bon, j'aurais raté, on va dire, la fin de cette tendance. Pour vous rappeler, quand même, je me suis pété tout ça. Hein. Tout ça, ça a été pris en grande partie. J'en avais bon prix bien ici aussi. Je pense que j'ai largement raidé la tendance. Bon, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir attraper le dernier mouvement, mais c'est le jeu. J'avais aucun indicateur qui me permettait de le faire, tout était bear, donc je restais en structure consolidante. Il se trouve que là, on est en train de tenter le breakout. Donc soit c'est le break de la fin, celui qui fait un faux break, c'est-à-dire on monte, ça ne parvient pas à breaker, et bim, derrière, c'est le renversement. Moi, je pense que c'est probable, pour ne pas dire hautement probable. Je ne sais pas honnêtement si l'US Oil a la capacité de franchir cette zone de faible volume. On va le voir. Si le breakout est suivi et que tout le monde s'engouffre dans la brèche, je pense que sans problème, effectivement, on pourra venir rejoindre 75, puis dans un second temps 77, zone où il y avait du volume. Et ici, après, on va ranger pendant un bon moment avant probablement d'initier un retournement baissier. Maintenant, je vous dis attention, quand on est sous une zone de faible volume, ça peut très bien échouer ici. Et par contre, ça ne va pas faire semblant. C'est-à-dire que derrière, la première zone de volume ne fait jamais support. C'est-à-dire que ça fait bam, on casse et on reviendra là derrière. Ça veut dire retour à 50 pour l'US Oil. Ça fait mal, hein, voilà, ça fait quand même, ceux qui s'amuseraient à acheter 72 là, se feraient péter un bon 20% de baisse sur le WTI, et ça, je peux vous dire que ça fait mal à un portefeuille si vous êtes amusé à trader ça avec du levier. Parenthèse refermée. Donc faites attention avec l'US Oil, c'est de la fin de tendance, donc ça se joue si vous voulez, mais ça se joue à court terme, en ayant conscience qu'on est vraiment en train de grignoter les derniers instants du mouvement, et qu'il ne faut donc pas être trop gourmand sur les objectifs. En gros, on ramasse rapide et on met des stops pas trop loin, et dès que ça tombe, on oublie le machin, et surtout on ne court pas après les prix. C'est pas de FOMO dans les phases de fin de tendance, c'est le pire choix que vous pourriez faire. Allez, on s'attaque au deuxième qui m'intéresse, le gold. Donc ça fait deuxième jour de mèche basse pour le gold, c'est ce qu'on appelle typiquement des vagues 2. Hein. Donc on va voir, ça veut dire que si je ne me plante pas, ça annoncerait une vague 3. La vague 3 casse toujours des résistances. Donc on va voir ce qu'il en est. C'est faible encore, hein, mais en termes de momentum, on est bien. On a quand même un double signal. C'est un signal faible. Il faut être conscient que c'est un cycle faible. C'est-à-dire que ce n'est pas la meilleure des solutions, mais ça reste un cycle acheteur. Après un cycle de TP. C'est-à-dire qu'un cycle de TP, ça renverse rarement la tendance. Il faut être conscient de ça. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, on a toutes les chances de revenir vers cette résistance. Maintenant, il va falloir refranchir des petites résistances. La dernière qu'on a à court terme, elle est là. Ça fait 3 jours qu'on fait des mèches basses dessous. Je pense qu'à terme, bim, ça va décoller et ça ne va pas faire semblant. Hein. Donc les mèches basses, il faut être conscient que quand on fait des mèches basses proches d'un support, c'est typiquement qu'on va tenir le support et qu'on fait des vagues 2. Donc après, encore une fois, il faut bien gérer son risque là-dessous. C'est-à-dire que dès que la résistance est franchie, effectivement, je passe sur les positions leveragées et je gérerai mon risque bien évidemment sous les mèches. Si on revient chercher ces mèches, c'est terminé. Hein. Donc il faudra bien être conscient que le gold,
Là, il faut franchir et il va falloir gérer sous les mèches. Si ça retombe, il faut laisser tomber. C'est que c'est trop dangereux. En tout cas, il y aura un risque et vous voyez qu'il n'y a aucun support en dessous. Donc en fait, si on casse, il n'y a aucun point d'arrêt avant les trendlines qui se trouvent très loin. Donc moi, perso, sous le gold, une fois que j'ai renforcé, j'autoriserai plus de retour baissier. Pour l'instant, j'attends. Je n'ai pas de renfort. On va regarder en 2 heures. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment typiquement des replis de vague 2. C'est-à-dire, pour moi, ça fait vague 1, vague 2. Et là, boum, dès qu'on défonce la résistance, on y va pour une belle vague 3. Je pense que dans un cas pareil, après 2 belles mèches basses, on peut s'attendre facilement à une vague 3 qui fait au moins du 200%. Donc, vous voyez, on accumule, on fait une box et bam, on vient et on défonce tout. Donc voilà, minimum 1,618. Et comme on doit casser des résistances, je pense qu'on cassera cette résistance, qu'on viendra aller peut-être s'installer légèrement au-dessus ici. Donc je vais noter ces prix. Mais voilà, moi cette résistance, je la vois difficilement jouer son rôle. En fait, je la vois être brisée. L'objectif, c'est de casser les résistances dans une vague 3. On en a une ici, on en a une là. D'accord ? Encore une fois, simple respect de la stratégie. Si vous avez bien un triangle rouge et une divergence de momentum, il y a bien une résistance là. Moi, je pense que c'est ces deux objectifs qu'on doit essayer de péter dans la vague 3. Donc le 1,618, enfin le 161,8 m'intéresse pas plus que ça. Donc je pense le niveau suivant, le 200%, on va dire voilà, je vois ces deux zones-là. Donc ça, mais je pense pas, ça me paraît trop proche. Mais on va la noter, hein, c'est-à-dire ici, il faudra gérer son risque quand même. Je vois une petite zone de volume là, avec notre fameuse zone à 200. Ok, on va faire le même exercice. On va mettre le fixed range pour avoir un peu plus de précision. Voilà. On est bien d'accord. D'accord. Là, il y a bien une zone de faible volume, donc une zone à breaker. Ici, on va voir si ça réussit à breaker. Si ça passe au-dessus de cette zone, pac, on viendra probablement chercher donc ça et ça. Donc voilà les différentes zones qu'on aura. Ça et en extrême, celle-là qui serait donc la plus intéressante et qui correspondrait avec les 200%. Juste au-dessus de la zone, ici où il y a une zone de break, je pense qu'on s'arrêtera là, sur les 200. Donc ça nous ferait quand même un joli décompte à faire, hein, donc un joli décompte haussier de type 1, 2, avec une 3 qui viendrait par là. D'accord, 3 étendue, hein, 200% c'est forcément de la 3 étendue, donc encore une fois en termes de timing, vous imaginez que le canal ici, on va le briser, hein, voilà. Donc c'est évidemment quand on brise le canal de 1, 2, tac, c'est là où on a vraiment le sentiment tendanciel. Très probablement, je vous dis, on va reporter l'amplitude du canal. Donc en général, voilà, dans ces canaux faiblement orientés, moi ça me semble franchement typiquement le genre de truc où voilà, là effectivement on vient targeter un 200, vous voyez, on travaille par là, hop, on travaille un peu, on se redirige vers la résistance, on tergiverse et boum, on envoie les vraies vagues de tendance où tout le monde s'engouffre, tout le monde achète le gold. C'est ici que les prix vont s'envoler. Je pense qu'on pourra revenir chercher donc dans un premier temps 1338. Et ici, c'est juste pour gérer son risque. Hein. On est bien conscient que moi, pour ma part, je continuerai bien plus haut que ça par la suite. Et si on dépasse cette zone-là, j'ai aucun problème à laisser filer. Hein. Je vous rappelle que ce qu'il y a en face en daily, c'est un TP, ça veut dire qu'ici il y a juste des acheteurs qui ont pris des profits et en fait une fois qu'on arrivera dans cette zone-là, il n'y aura pas de résistance, d'accord ? Donc il faut bien être conscient que ça c'est pas une résistance, c'est une zone qu'on va revenir et on va la passer comme dans du beurre. Et moi ce qui m'intéresse c'est quand on va péter ça, quand on va péter cette double trendline là, quand on va venir ici. Ah pardon. D'ailleurs si on vient ici, c'est vrai que je fais souvent des abus de langage, je vais essayer de me corriger, hein, mais voilà. Si on arrive à tirer jusque là. Là, ça deviendra très intéressant. Mais je pense qu'on va dans un premier temps, voyez, hop, se tirer une petite vague 1, revenir chercher cette zone de résistance, venir se faire un petit pullback, et derrière, c'est là où on s'attaquera au sein d'une grosse vague 3 à déborder ce niveau et à venir chercher derrière les targets qui se trouvent pour moi plutôt par là. Donc vers la zone des 1460. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne vois plus mes targets. Je papote là. Je les avais dessinés, mes targets là. Ok, bon ben tant pis, on va refaire le boulot. Donc voilà, moi c'est à l'intérieur de cette zone de prix que ça m'intéresse, donc toute la zone de volume qui se situe là, et surtout par là. Moi c'est là où je pense qu'on va au grand maxi, pardon, je vous dis n'importe quoi, 1460. Voilà, donc c'est vraiment par là. Moi je pense que c'est ici qu'on s'arrête, et alors si jamais le gold arrive à repasser là, ah, ça fait mal. Mais c'est possible, hein, voilà, sur une petite extension, si ça commence à merder à Wall Street, on pourrait sans problème avoir l'once d'or à 1006. Je vois difficilement aller plus loin. Moi, clairement, je vais gérer mon risque là, je ne viserai pas plus haut que ça. Et si jamais ici, avec grande chance, on arrive à décoller, je garderai peut-être un petit peu de jus pour jouer. Vous voyez, même chose ici, il y a une grosse zone de décrochage. Le marché peut vouloir essayer d'aller un peu plus haut, essayer de la combler. Voilà. Mais je pense qu'on n'arriverait pas normalement à atteindre cette zone-là.
De toute façon, je vise voilà, typiquement ça à 100, 127. C'est-à-dire que dès qu'on est à l'intérieur de ce truc-là, toutes les résistances, pour moi, c'est celles sur lesquelles je sors. On est pour moi dans un mouvement consolidant. Et à partir de là, il faut commencer à rechercher des ventes doucement sur le gold. Hein. Voilà. Des petites ventes entre là, justement, et les 1600. Voilà. Je dirais après, entre ça et ça, il faut commencer à chercher des ventes sur le gold. Petites ventes spéculatives, encore une fois. Là, pas de problème là-dessus. Allez, on va travailler. Donc, ici, on vient chercher nos différentes résistances. On va se mettre, je pense, en 15 minutes. Alors, pardon, la date. Aïe, aïe, aïe. Y arriver, la date, c'est donc 0502. Ok. En 2013, ah oui, on remonterait à 2013 quand même. Hein. C'est costaud. Hein. Donc, go to 2013. Ah ben voilà, ça ferait un petit bond 5 ans en arrière pour le pétrole, mine de rien. D'accord. Bon, ben on va devoir le faire en 2 heures. Oh là là, bon, bah tant pis. Allez, on va la faire au profile. Alors, eh ben, on va ressortir notre bon vieux fixed range. Hop, sommet creux. Où est-ce qu'on a chopé du volume ici? Aïe, il me donne pas de volume sur le gold. Bon, bah tant pis. Hein. Enfin bref, voilà. En gros, c'est dans cette zone-là, donc vers 1000, on va dire à partir de 1450 jusqu'à 1486. C'est ici où il faut carrément commencer à se calmer. Hein. Donc c'est la zone du précédent range où là, je pense que théoriquement, ici, on s'arrête. Donc toutes les petites résistances qui pourraient être formées, donc tous les signaux vendeurs qui pourraient être tirés là-dedans, c'est plutôt là où il faut quand même commencer à se calmer. Hein. Voilà. Voilou. Donc, atterrissage normalement dans cette zone-là. Vous voyez que ça laisse quand même une belle marge pour l'appréciation des prix. Ça fait vraiment ici, dès qu'on y arrive, bam, on décolle, on éclate ce petit biseau là, on vient là et spam. Voilà. Théoriquement, on pourra même viser, je pense, un report en canal de ce truc-là. C'est-à-dire, on prend vraiment là, au plus haut. Tac, et voilà. Je pense qu'on pourra viser ce haut de canal. Typiquement, donc ouais, ça nous fait accumulation et bam, on décolle. Dès qu'on arrive dans l'autre canal, on encaisse les gains, on cherche des petites ventes et puis après on reste vendeur de gold à long terme, enfin à long terme, à moyen long terme et on repasse normalement dans un cycle bear. Donc à surveiller, mais je pense que c'est pour moi le scénario à jouer. Donc sur ce truc-là, au décollage, venir jouer derrière donc la terminaison en vaxé. Pour venir donc jouer une fin du gold par là. Voilà. Allez, on revient en 2 heures. Voilà, donc ça c'est notre décompte. Le décompte à suivre hein, pour l'instant. Donc il s'agira d'une vague 1, donc encore une fois, hein, c'est une vague que seuls les spéculateurs pourront prendre. D'accord. Les traders de tendance, encore une fois, ils rentreront là, ils récupéreront 1375, 1420, ils prendront la zone où ça partira tout droit. Hein, voilà. Mais encore une fois, moi je prendrai plus de gains parce que je me serai positionné en phase spéculative. Allez, les autres choses qui m'intéressent pour pas trop traîner, donc le Hang Seng, voilà, ça fait tout, ça veut absolument, donc je pense qu'avec ce qui s'est passé à Wall Street, ils vont essayer de me péter le stop pendant la nuit. De toute façon, moi le stop est en place, hein, il est au-dessus de la résistance. S'ils parviennent à passer au-dessus de ça, ça m'intéresse plus. C'est un stop gain, encore une fois. Non, mon stop est là, hein, au-dessus de celle-là de résistance. Mais voilà, si je me fais prendre le stop, je dirais encore une fois, bien joué, hein, mais je ne suis pas en accord avec le mouvement haussier. Hein. Vraiment, je suis même en clair désaccord avec ce mouvement haussier. Je le trouve extrêmement malsain. Mais par contre, je ne me mettrai pas en face. C'est-à-dire que je vais être patient. Je vais attendre que ce mouvement s'épuise. Il faut être conscient, dès qu'un truc se passe alors qu'il ne devrait pas se passer, c'est-à-dire qu'il n'est pas suivi par de la macroéconomie, que le mouvement est juste, entre guillemets, on paye parce que c'est dans les tendances, généralement, ça montre qu'on est au fin des tendances et que derrière, il va y avoir des retournements. Et comme on a fait les cons sur la fin de la tendance, ben, généralement, les retournements sont encore plus brutaux derrière. Donc je pense que de toute façon, on va vers des cracks maintenant sur les actions si on s'amuse à continuer de monter. C'est-à-dire qu'on va déséquilibrer le rapport de force acheteur-vendeur au tel point qu'après, ça va claquer d'un coup. Et on va se prendre l'élastique du slip dans la gueule, entre guillemets, pour rester poli. Donc voilà, je pense que ça va mal tourner sur les actions si on continue dans ce délire-là.
mais qu'il ne faudra pas se mettre en face. Si ça monte, il faut laisser faire. Donc Hang Seng, moi je pense que si on veut être plutôt normal et en rapport avec l'économie et son cycle, on doit être 20% plus bas à Hong Kong, 15% plus bas sur les actions américaines. Mais vous voyez que les actions, elles me donnent tort aujourd'hui. Pour l'instant, en tout cas, elles veulent me donner tort. On va voir si ce mouvement se poursuit. Si c'est le cas, il va de soi que de toute façon, je me ferai invalider sur Tesla, je me ferai invalider sur Facebook. Je me suis déjà fait sortir sur Apple, je me suis fait sortir sur Nvidia. Non, Nvidia, ça va pas tarder. Je ne suis pas encore sorti, mais ça va pas tarder. Donc je m'attends à être dégagé sur Nvidia demain, ou ça a peut-être même été fait aujourd'hui. Donc voilà, ces actions-là, si elles sont dégagées, il faut être clair que voilà, ça veut dire que je suis sorti sur les grosses capis qui n'ont rien à faire dans ces valeurs-là. Hein, on verra bien. Donc ça veut dire que Wall Street veut payer tout et n'importe quoi. Ça veut surtout dire qu'on a bien géré son risque à Wall Street. On a pris ses petits profits et puis on voit qu'on n'a pas envie d'en prendre plus que ça. Il y a de l'euphorie, donc on va faire monter les prix. Donc on se dit qu'on vendra plus haut, en sachant que comme d'hab, c'est toujours le même problème. Hein. C'est-à-dire en fait, la bulle, c'est toujours la même psychologie qui se met en place. C'est de l'avidité. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, ouais, mais bon, en fait, personne vend, pourquoi je vendrais? Voilà. Donc, du coup, je ne vends pas. Mais on ne se rend pas compte qu'en fait, on prend un risque inconsidéré et que, en fait, c'est ça qui crée les bulles derrière et c'est ça qui crée les cracks surtout. C'est qu'en fait, tout le monde se dit, bon, je devrais prendre des bénéfices, j'ai des signaux d'épuisement, l'économie commence à ralentir, mais non, je sens que personne ne prend ses bénéfices, donc bon, allez, j'achète une petite couverture au cas où ça coupe, et puis je ne sors pas mes actions. Donc comme personne ne vend, au bout d'un moment, les petits acheteurs de court terme reprennent la main, ils vous font remonter les prix vers les résistances, et puis après, mécaniquement, c'est l'emballement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de vendeurs, plus personne ne vend parce que les prix montent. Oui, il faut comprendre le truc. Et tout le monde achète parce que les prix montent. Donc en fait, plus personne ne sait pourquoi il achète, si ce n'est que ça monte, et plus personne ne vend parce que ça monte. Donc en fait, ça monte et il ne se passe plus rien. Mais c'est un mouvement qui s'auto-entretient, plus personne ne trade sauf à court terme, et puis d'un coup le volume revient, et en fait il n'y a plus assez d'acheteurs pour vendre, ce qui fait que derrière la mécanique de prix s'écroule et on crée un crack. Crack, c'est-à-dire que d'un coup on perd 30 à 40% sur l'ensemble, enfin sur la majeure partie des valorisations, tout simplement parce que dès que les mecs veulent sortir derrière, il n'y a plus personne pour acheter, et ça tombe d'un coup, et tout le monde se fait déclencher les stops, et en fait, comme il n'y a plus d'acheteurs, on est obligé de retrouver un semblant de normalité, et comme généralement cette normalité se trouve 20 à 30% plus bas parce qu'on a fait les cons en ligne droite, c'est généralement on retombe de 20 à 30%. Donc voilà, notez bien en tout cas les zones de prix actuelles. Sachez que si on doit aller vers un crack, on rebasculera sous les niveaux actuels, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas s'amuser à tenir des ventes si Wall Street décide d'aller créer une grosse bulle bien méchante. Donc vraiment patience dans ce cas-là. Suivez le mouvement si vous voulez. Moi, ce ne sera pas mon cas. Mais c'est la seule chose rationnelle à faire si ce contexte de marché se met en place. Ça veut tout simplement dire que les gens qui détiennent des actions ne veulent plus les vendre. Aujourd'hui, là, par exemple, ce qui fait monter à Wall Street, on le voit très bien, par exemple, pour Apple, qui n'a aucune espèce de raison technique de monter. Ça ne va pas très bien pour Apple. Mais encore une fois, il suffit qu'on rachète des actions. Et comme on raréfie le papier, ça fait monter le prix de l'action. C'est complètement con, encore une fois, comme logique. Mais ça fonctionne. Et quand ça fonctionne, on ne se met pas en face. Apple, je vous ai dit que je taperai dessus. Elle, le jour où elle va se péter la gueule, je vais la démonter, Apple, et elle se prendra moins 50%. Je le sais. Mais encore une fois, je ne vais pas le jouer n'importe comment. Je me suis fait dégommer sur Apple, je suis patient, je vais la laisser faire la conne, et quand elle aura fini de faire la conne, je la dégommerai et je lui ferai perdre 50% de sa valeur. Mais pour l'instant, je dois être patient. Voilà. Donc là, c'est bien ce que me dit Apple. De toute façon, si les investisseurs payent juste parce que Apple sort 5 milliards de rachats de titres, c'est bien que personne ne veut vendre. Voilà. Donc patience et attendre son tour. Voilà. Donc si ce n'est pas le bon timing pour vendre à Wall Street, je ne m'acharnerai pas, je les laisserai monter de 20 à 30% encore et faire les crétins. Par contre, si dans un an on se retrouve à 20-30% plus haut qu'aujourd'hui, je les dégomme, cette fois pour un vrai gros crack de marché, un vrai truc bien dégueu. Je vais vous l'imager immédiatement. Donc voilà ce qui se passe à Wall Street aujourd'hui. Ils sont chauds, bouillants. Ces boules, on n'arrête pas la belle mécanique. Voilà, si on se met en daily, voilà, en gros, si ça c'est une conso à Wall Street, autant vous dire qu'on va repartir comme ça et encore plus vite. C'est-à-dire que derrière, ça va faire Wall Street va aller se faire 3005, un truc comme ça. Enfin, on va vraiment partir dans un mouvement très haussier, très parabolique. Parce que je vous dis, en fait, il n'y aura pas de vendeurs. Les vendeurs, ils ont tous géré leurs risques ici. Ils ont pris leurs profits de moyen long terme. Ils se disent, bon, allez, maintenant, on a suffisamment pris les profits. Les mecs sont chauds. Allez, moi, je me laisse porter par la bulle. Voilà. Mais la différence, si vous voulez, c'est que ceux qui font ça, eux, ils le font de manière rationnelle. Ils savent qu'il y a probablement une bulle qui va se former, ils vont se laisser glisser dans la bulle. Ça, encore une fois,
Ça se comprend. Et il y a une logique qui est totalement justifiable. Par contre, tous ceux qui vont se dire, chouette, ça monte à Wall Street, il faut faire des profits, j'achète, et j'empile les achats, eux, ils sont morts. Parce que je vous dis, ça, quand ça tombe, ça prévient pas. Ça monte, ça plafonne, et d'un coup, bam, on retombera sous les prix qu'on est en train de coter maintenant. Donc il faut être conscient que si on part vers une bulle, le schéma de marché derrière, je vais, attendez, je vais juste supprimer ces conneries là, on n'a pas besoin. Voilà. Imaginez-vous bien ça, hein, voilà. Si Wall Street, le délire, c'est bubule, c'est que là, ben, on va continuer, on va casser, on va se faire une vague 1, petite 2. En bubule, c'est toujours des petites vagues, hein. C'est-à-dire les retracements, c'est toujours 23, 38%. On ne va jamais retracer bien loin. Le but, de toute façon, c'est de chasser les vendeurs. Donc dites-vous, c'est vraiment une bulle, c'est comme ça. Hein. La vague 3 est plus grande que la 1, on retrace rien derrière, et la vague 5 est immense et verticale, et on peut se faire un truc comme ça. Et derrière, ça plafonne, et bam. Voilà, c'est ça la bulle, hein. Donc il faut bien être conscient que si jamais on fait mémuse, c'est ça qui nous attend derrière. On montera à 3003, puis derrière on finira à 2003 en 2-3 semaines. Enfin, allez, on va dire en un ou deux mois de trading, on perdra 30 à 40% des valos. Hein. Donc imaginez-vous, voilà, c'est vraiment par là qu'on montera, et derrière on se fera moins 30 ouais, en très peu de temps. Et encore moins 30, ce sera le stricto minimum. Hein. Je vous dis, si on monte à 3005, ça commence à passer sur des valorisations un peu plus dangereuses. Hein. Voilà. Si on se dit l'objectif, c'est 3005, encore une fois, dans une bulle, vous ne pouvez pas donner d'objectif. Parce que c'est comme le Bitcoin, c'est crétin. Le but, c'est d'aller le plus haut possible. Et puis à la fin, ça va très vite. Et tout le monde est emballé. Et le but, c'est de faire rentrer les particuliers. C'est-à-dire que les erreurs que vous avez pu commettre sur le Bitcoin, n'allez surtout pas me les recommettre sur le S&P 500. Si vous voyez que ça commence à monter en vertical, ne me faites pas de FOMO sur le S&P 500. Vous allez probablement vous retrouver à acheter le sommet. Donc, il ne faut pas faire ça. Ok, mais il ne faut pas vendre non plus. Il faudra attendre pour vendre. De toute façon, vous le savez, je vous fais des émissions. Le jour où je vais dégommer Wall Street, vous le saurez. Et je vous dirai pourquoi, évidemment. Bref, encore une fois, c'est pas gagné. Hein. J'insiste là-dessus. Il y a vraiment deux façons de terminer les tendances à Wall Street. Ça, c'est la façon moche, mais encore une fois, historiquement, c'est tout à fait probable, et ça ne me choquerait pas plus que ça qu'ils fassent les cons à Wall Street. Option numéro 2, au contraire, option plus sage, hein, on se refait une petite correction, on vient chercher cette zone de prix, pas plus. Hein, vous voyez, moi, je pense qu'un 2003, ça s'achète. On fait A, B, C, et derrière, on fait quoi? Ben, tout simplement, on remonte un peu. On va faire un petit sommet historique, pas un truc de ouf, hein. Là dans ce cas-là on vient juste au-dessus, on se fait un 2009-3000 grand max, derrière on rebaisse, hop, on revient là, on range un peu, et puis petit à petit on se dirige vers des consolidations un peu plus profondes à Wall Street. À terme c'est 8008 et on s'arrête, quoi. Voilà. C'est deux façons de faire la chose, soit on la fait de façon exacerbée, et vous avez compris qu'est-ce qui se passe derrière, hein. Derrière on remonte, dead cat bounce, ok, et puis on fait quoi? On craque. C'est-à-dire que la vague suivante, elle vient là. Et puis si on fait un crack, le problème, c'est quoi? Alors là, rappelez-vous, phase espoir. On remonte, tout le monde croit que c'est la tendance haussière. Et dans un crack, on vous colle la dernière vague. Et après, on vous use. D'accord? Rappelez-vous bien comment ça se passe, un crack. C'est bien ce dont je vous ai parlé sur le Bitcoin. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde pensera que c'est fini. Tout le monde dira 1008, c'est encore une fois, c'est les mêmes... c'est toujours les mêmes trucs dans un crack. Hein. C'est toujours les mêmes patterns. Tout le monde vous dira que c'est bon, à ces valorisations-là, le S&P 500 est sur ses fondamentaux macroéconomiques, patati patata. On remontera phase espoir. Ici, Wall Street vendra une fois de plus pour vous dégommer tous les stops. Et puis derrière, plus de volates. Et puis petit à petit, on se réinstallera éventuellement une petite tendance haussière. Ok ? Voilà un peu entre guillemets comment ça pourrait se passer. La différence, c'est que si on fait l'option number one, d'accord, donc on va l'appeler l'option euphorique, l'option Wall Street sous toutes ses formes. Donc ça, c'est l'option débilos, donc l'option plus haut, mais on ira plus bas derrière. Ça, c'est l'option un peu plus saine. Correction, nouveau sommet, consolidation, retour sur les fondamentaux macroéconomiques, et derrière, effectivement, pump it up. Enfin, pump it up. Ici, l'économie repart plus rapidement. Encore une fois, pour des raisons toutes simples. Quand le marché corrige, l'économie n'a pas à subir les aspects financiers du crack. C'est-à-dire qu'elle subit simplement l'aspect cyclique de l'économie, qui est un cycle. Mais quand on fait les cons à Wall Street, il se passe quoi? Derrière, on a des taux de chômage qui explosent parce que vous avez des capitalisations qui divisent par 10, donc ils sont obligés de licencier, des trucs comme ça. Donc voilà, le problème de ça, c'est que c'est joli, ça ramène de l'argent à Wall Street, mais derrière, évidemment, l'économie réelle, elle en pâtit plus longtemps que ce qui pourrait se passer si on avait simplement une conso. Là, si on consolide ABC, effectivement, moi je vous dis 1008, je suis prêt à les payer sur le S&P 500, ça ne me dérangera pas plus que ça. Mais encore faut-il consolider. Si on fait les cons, on ira sous les 1008, c'est clair. Voilà.
Et ça prendra plus longtemps, puisqu'ici on se pètera une récession en 2020, et puis ce sera très moche à vivre cette période-là, et puis après évidemment tout ira mieux comme d'habitude, puis on aura un nouveau cycle de croissance, ou Dieu sait quoi. En tout cas, voilà les schémas qu'il faut garder en tête à Wall Street. Donc, dites-vous bien une chose, si Wall Street est euphorique, c'est bien, ils vont gagner de l'argent, mais on rendra tout après. Donc, dans tous les cas, si vous êtes un investisseur de long terme, rester acheteur ici, c'est complètement débile. En garder un petit peu pour jouer la bubule, c'est bien, mais il faut avoir sorti au moins 50% de vos capitaux en actions si vous êtes investi sur ce genre de marché. Et ensuite, jouer la bubule avec le reste, mais soyez conscient que dans tous les cas, ici, à horizon 2 ans, c'est baissier. Voilà. C'est ce que disent les taux, de toute façon. Si vous avez compris ce que ça veut dire, le fait que les taux à 10 ans sont en train d'exploser à la hausse et compagnie, et que le spread de taux commence à se réduire, c'est parce qu'en fait, on n'a pas confiance en ce qui va se passer dans les prochaines années. On sait que ça va merder, on sait juste pas quand. Et encore une fois, face à ça, le marché a des actions, il n'a que deux postures à adopter. Soit il se calme, il consolide, et derrière, on ne fait pas de crack, et on fait une correction de fin de cycle, un truc tout simple. Soit Wall Street fait n'importe quoi, encore une fois, il crée des bulles, et derrière, on paiera les pots cassés. Voilà, c'est vraiment deux façons d'arriver à peu priori à la même chose. Il y en a juste une qui est un peu plus cataclysmique, et un peu plus débile, et un peu plus volatile. Parenthèse refermée. Voilà, donc le délire du moment, c'est donc de savoir comment Wall Street va faire. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs sons de cloche, et tout ne danse pas sur le même son de cloche. Le gold, pour moi, ça doit monter, donc ça appellerait plus ce scénario-là. Le yen, pareil, je pense qu'on a de la place, ça appellerait plus ce scénario-là. Le problème, c'est que vous avez la volate. Et la volate, elle fait quoi? Elle dit non, moi je veux que tout aille bien, tranquille, on retourne sous la zone des 12, 10, 13, pourquoi pas, pourquoi pas 10, allez, retournons à 10 sur la vol, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et effectivement, la volate, elle indique ça. Les autres marchés, donc le yen et le gold, pour moi, ils indiquent plutôt ça. Et dans cette espèce de quatuor qui danse, j'ai l'impression que ça fait un peu 2 contre 2. C'est-à-dire que d'un coup, on voit le yen qui essaie de se raffermir doucement mais sûrement, et le gold qui essaie de tirer au nord. Mais d'un autre côté, on voit les actions qui veulent monter et le VIX qui veut absolument baisser. Donc j'ai l'impression que c'est 2 poids 2 mesures. Il y en a deux qui mentent. Je ne sais pas lesquels. Donc c'est soit les actions effectivement vont partir en vrombe, et dans ce cas-là, le gold, je vois difficilement comment il va être recherché. Ou alors peut-être parce que le dollar s'effondrera dans ce cas-là. De toute façon, si on part dans une bulle comme ça, il faut être conscient que c'est au prix du dollar. Donc moi, je pense pas. Je pense qu'on va avoir un dollar qui va se raffermir, des actions américaines qui vont se péter la gueule avant de remonter. Donc vraiment, vraiment pas la fin du monde, encore une fois, pour moi, à Wall Street. Je pense que ça, c'est pas le sommet du marché. La seule condition, c'est vraiment on consolide, et ensuite, je pense qu'on ira plus haut, légèrement plus haut. Faire une fin de cycle un peu plus propre, voilà, par là, avec un truc un petit peu plus classique, quoi. Une structure de baisse, tout ce qu'il y a de plus standard, quoi. Voilà. Bref, parenthèse, j'essaie de voir s'il y a autre chose qui intéresse. Les actions, je l'ai dit, ça suivra ce scénario sur les indices. Si on part en parabolique, c'est évidemment les grands chevaux de bataille qui seront mis devant. Donc Tesla, Apple, Google, Facebook, Nvidia, Netflix, Amazon, Boeing. Tout ça, ça va être acheté à ne plus en pouvoir, à ne plus savoir quoi en faire. On atteindra des trucs stratosphériques, genre j'imagine Amazon nous fera des PER de 350. Des trucs. Encore une fois, quand on est dans une bulle, plus c'est gros, plus ça marche. Donc faut bien vous dire que plus ça va être con, plus il faudra en acheter. Donc bref, moi je jouerai pas ces phases-là, je les aime pas, et je trouve la gestion du risque beaucoup trop dangereuse et qui n'a rien à voir avec mon approche du trading. Par contre, il va de soi que j'attendrai patiemment la fin de la bulle si ça doit être le cas. C'est-à-dire que je ne toucherai pas avant probablement 2019. En termes de cycle, c'est vraiment un truc comme ça, que ça mettrait quelques mois à se lancer, puis ça partirait vraiment parabolique. Je pense que dans ce cas-là, si on doit faire un crack, c'est plutôt fin d'année. Voilà. C'est-à-dire qu'on ferait les cons pour aller clôturer l'année tout en haut, mais très probablement 2019, c'est crack, quoi. Enfin, c'est début du crack. C'est-à-dire on baisse début 2019, on fait le dead cat bounce. Imaginez-vous que les cycles prennent quand même toujours plus de temps, et je maîtrise jamais l'amplitude des cycles. Il faut bien être conscient, moi, si on doit monter, c'est plutôt un truc comme ça. Voilà. On monte jusqu'à la fin de l'année, on fait les cons, on essaie de tirer au sommet, on commence à rebaisser un peu en fin d'année, on déclenche le crack dès le début d'année pour bien annoncer l'année 2019 comme une année bien merdique, on remonte au courant de l'année, et puis on s'enclenche, un peu comme le Bitcoin en fait, en termes de timing. On pourrait avoir un crack en début 2019 pour les actions, si on devait avoir
une année 2018 complètement débile. Hein, voilà. Ce qui n'est pas dans la logique des choses, encore une fois, dans la logique des choses, après ce qu'on a fait l'année dernière, on a déjà commencé à faire des phases de bulles. Moi, je pense que ça, c'était vraiment un excès dont on n'aurait pas dû, qu'on n'aurait pas dû faire l'année dernière. Donc on va voir si c'était précurseur de ce qui s'annonce pour l'année suivante, c'est-à-dire une vraie belle grosse bulle encore plus parabolique et crétine que ça. Ou alors clairement, si ça c'était déjà la phase de bulle, et là on est déjà en train de rentrer dans la phase qui annonce les consos. Voilà. Le gaz, peut-être on va en parler, celui-là, il m'intéresse toujours, mais il veut pas. Hein, voilà. Donc, de toute façon, quand vous avez des trucs comme ça balaye. Plus indécis que ça, tu meurs. On est bien sur les niveaux de support, je vais les voir tenir. Hein, il est hors de question qu'on cède cet oblique. Si ça commence à tomber, vraiment inintéressant. Moi, je veux voir ce truc-là s'amener ici, nous construire une belle ligne de tendance qui nous permettra de trouver nos targets derrière. Voilà, moi je pense qu'on est dans un truc comme ça. Vous tracez le canal, hein, de toute façon c'est tout con. Encore une fois, il n'y a pas besoin des fois de se casser la tronche. Hein. Vous dites, tant qu'on est là-dedans, il n'y a pas trop de risques. Si on venait à sortir de ça, ça commence à devenir chiant. Et embêtant, pour l'instant, je ne vois pas de raison de flipper outre mesure. Je vois plutôt l'objectif de se dire, on latéralise, et puis d'un coup, boum, on s'y enquille. Et puis je ne pense pas que le canal ici sera résistant. Donc je pense que derrière, on pourra avoir au moins notre TP1. Hein, et puis on verra plus si affinité sur le gaz. Allez, un petit dernier pour finir, l'euro-yen. Revendu aujourd'hui, niveau de prix je vous l'ai donné. C'est déjà pratiquement sécurisé. Je vais aller voir si mes TP ont été atteints. Non, pas encore. Donc voilà, moi je sécurise sur le point B, hein, parce que je pense qu'on fait une conso. Pour le moment, je ne sais pas quelle structure aura cette conso, mais je vois bien ici. Pardon. Je vois bien 5 vagues de hausse, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je me dis, théoriquement, ça sent le bon vieux ABC, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, donc 5, 3, 5. Donc là, je vois qu'on a fait 1, 2, 3. Je m'attends à trouver un point B. Donc sur ce support, c'est ici que je sécurise mon point A. C'est ici que j'encaisse mes premiers gains. Et ensuite, si j'ai bon, bah ici, je déclenche les stops. C'est-à-dire, j'encaisse mes gains. Ici, je déclenche les stops en gains. Et je rachète le point C. Enfin, je revends le point C. Mais évidemment, comme l'euro-yen, ça peut baisser à tout moment et bien vous niquer la gueule, bah moi je préfère être à la vente dès le point A, au cas où je me plante de scénario. Mais pour l'instant, ça me paraît plutôt bien gaulé et bien parti cette histoire-là. Voilà. Donc, à voir, mais j'attends peut-être un petit repli sur l'euro-yen. Je pense qu'on a terminé la vague 1. Une vague bien costaud, hein, ce qui veut dire qu'en général, ces trucs-là, on ne retrace pas 76%. Hein, voilà. Je m'attends à un faible niveau de retracement. Donc typiquement, vous voyez, un truc comme ça, on se fait un A baissé et terminer la danse. Derrière, on arrête, on repart sur des choses très baissières là-dessus. Hein. Après, ça peut toujours retracer plus, hein, je dis, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que là, moi, sur ce truc-là, dès que j'ai des signaux vendeurs, je me positionne. J'attends de toute façon des grosses fins. Là, je vais vraiment y aller simple, mais regardez ça. Quand vous avez un truc pareil, ça donne vraiment pas envie d'acheter, quoi. Là, vous avez la belle conso A, B, C. Là, on repart sur des vagues baissières. C'est-à-dire, on a fait 1, 2. Donc, on est déjà dans une vague 3. Et rappelez-vous que la vague 3, en général, elle ne retrace pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très faibles niveaux de retracement, tout de suite reprendre la tendance. Et là, on va baiser du support weekly. Hein. Donc ça va sauter. Ça, pratiquement aussi à tous les coups. Donc, voilà, moi, je vise vraiment à peu près par là. Ça fait mal hein, pour un euro-yen de descendre là, en sachant qu'à terme, on peut franchement sans problème viser ces zones-là. Hein. Donc, vous dites un euro-yen, voilà. Après, ça peut venir de deux choses. Soit l'euro perd sa valeur, soit le yen s'apprécie, soit carrément les deux. Et moi, je pense que c'est le cas. Donc, c'est pour ça que je vise toujours un euro-yen bien bear, hein, et on va voir ce qu'il en est. Si on regarde carrément en trimestriel, vous voyez le truc, de toute façon, vous avez bien compris. Hein. Voilà à quoi ça ressemble en trimestriel, l'euro-yen. Vous avez bien compris le principe. Donc là, on revient par là et puis on touche plus. Voilà. Moi, je pense qu'on revient dans les zones basses et on touche pas. What else? C'est à peu près tout. La UDNZD, j'attends qu'on aille un petit peu plus bas. Ça m'intéresse pas encore. Je vois les premiers niveaux de stabilisation en daily. Tiens, je n'avais pas vu. Donc à voir hein, si ce soir on clôture comme ça peut être intéressant de se repositionner. Ça veut dire que dans ce cas-là, on ne viendra pas chercher le point C. Je vais regarder si on a testé un support quand même, parce que si on fait une mèche mais sur rien du tout, bah voilà, on fait une mèche sur rien du tout, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc non, probablement une fausse mèche hein, sur la UDNZD. Par contre, pour moi, l'objectif, ce serait vraiment ici d'avoir, vous voyez bien 1, 2, je pense qu'on vient de terminer la 3, serait de casser une petite, ou de venir chercher une résistance pour bien valider la 4.
Ça me donnera toute confiance pour venir acheter ma 5 sur le support ici. Là, encore une fois, AUDNZD, ici, je repasse sur un levier de cochon. Hein. Donc là, j'étais levier 7, je viens d'abaisser, je crois que je dois être à 4 ou 3. Je remets la dose ici, évidemment, tout payé, et je remonterai les stops en même temps. Hein. Voilà. Donc il va de soi qu'ici, j'achète et je repars sur des choses assez costauds, c'est-à-dire qu'une fois que ça s'est consolidé, dès qu'on repart vers les résistances, je me remets à payer toutes les résistances. Je vous rappelle qu'on est encore très très loin des premiers objectifs où je veux réduire mes leviers considérablement sur la UDNZD. C'est-à-dire que là, j'ai réduit les leviers pour racheter sur les supports hein, ou racheter au franchissement de la résistance. Mais il est clair qu'une fois qu'on a consolidé ce truc-là, pour moi, il n'y a pas de frein avant là sur la UDNZD et c'est vraiment le stricto minimum. Hein. Donc ça veut dire, ça fait encore 3 à 4% avec du levier 7 à récupérer sur cet actif-là. Voilà. Donc j'attends, hein, encore une fois, que cette conso ait pris sa forme finale. Pour l'instant, c'est difficile à dire quelle forme ça prend. Ce support-là m'intéresse, mais encore une fois, sans signaux, j'achèterai un. Voilà. Mais, oula, il y a quand même eu un gros volume là, c'est assez bizarre. Bon, enfin bref. Voilà. Donc à surveiller ce machin-là. Par contre, vous voyez que sur l'UT Daily, je suis pas encore super bouboule, hein, ça donne pas extrêmement envie d'acheter pour l'instant. Donc un peu de patience me semble être de rigueur, même si je pense que là, honnêtement, Sinewave va juste rater un cycle. Je pense qu'ici, on a bien un TP ou un exit, et on est déjà en train de repartir sur des cycles haussiers. Mais pour ça, il faut quand même respecter la cyclicité du marché. Donc on peut avoir un AUD-NZD qui pourrait quand même se replier, peut-être plus profondément que ça, hein, mais pour ma part, je pense que tout le monde a un peu identifié la fin de la conso et va probablement essayer de jouer le retour de la tendance haussière. Après, donc, je vous dis, cette belle accumulation. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il faut vous dire, ici, ça a accumulé pendant tellement de temps que là, dès qu'on commence vraiment à franchir les résistances, derrière, tout le monde s'engouffre et ça ira assez vite. Donc aussi, j'ai renforcé aujourd'hui les 10 ans US. C'était l'objectif, hein, je vous avais dit de toute façon, dès qu'on franchit ce truc-là à renfort, donc voilà, ça a été exécuté sans poser trop de questions. J'ai renforcé évidemment par la même occasion les 10 ans allemands. Donc je reste à l'achat de ces trucs-là. Hein. Voilà, 10 ans allemands, là, vous voyez bien. Alors celle-là, on va en parler, ça fait mal. Voilà, hein. Donc là, vous voyez bien le truc, c'est une vague 1. D'accord, 2, donc je pense que c'est une 3 qui nous suit derrière, qui va bien péter de la résistance. Je pense qu'on se dirige à terme pour un 10 ans allemand, voilà, vers les 0,90, 0,95. C'est ce qui me semble, pour moi, le plus logique. Voilà. Momentum haussier, tendance haussière, support testé et validé, avec un joli pullback bien profond. Il me semble normal qu'on aille se diriger vers les résistances. Évidemment, les suiveurs de tendance rentreront par là. Hein. Voilà. Donc c'est ici que vous aurez les appréciations rapides de prix. Moi, à ce stade-là, je serai déjà bien confortable et simplement en train de renforcer mes positions. Voilà, donc pour résumer, parce qu'on a dit beaucoup de choses aujourd'hui, donc Wall Street qui veut emmerder le monde, on va voir si c'est confirmé demain. Je reste vendeur du JPN pour l'instant parce que je pense que le yen peut poser problème au JPN et on va voir. Hein. Mais encore une fois, Wall Street, c'est eux qui ont le pognon, hein, c'est eux qui essaient de driver les marchés, c'est eux qui essaient de donner la tendance. La main invisible a tout fait pour que les panneaux orientent vers le nord. Maintenant, on va voir si les actifs commencent à retomber. Ça veut dire que le jeu ne passe pas, que la confiance en la Banque centrale commence clairement à s'effriter. Donc ça veut dire qu'on est déjà, si c'est le cas, c'est qu'on est déjà en train de se rapprocher des fins de tendance. Donc on va voir un peu ce truc-là. Mais pour l'instant, on dirait que la confiance règne. Le VIX est manipulé, mais on s'en fout. Et donc, en gros, c'est tempête de ciel bleu à Wall Street à l'horizon. Grid mode activate. C'est autant dire, voilà, c'est vraiment... pour l'instant, ça se profile plutôt en mode bubule à Wall Street. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous vendre. Voilà. C'est les gros titres font tout pour que Wall Street monte. Et on va voir maintenant si ça prend ou si les investisseurs se barrent de là. C'est vraiment c'est une musique qui est impossible à prédire. Il y a vraiment deux choix et on est sur le point de décision. Il y a eu des prises de profit. Pour l'instant, elles ne suffisent pas à casser des supports. Si les petits investisseurs de court terme décident que c'est plus intéressant d'acheter, ils vont acheter, ramener vers les résistances. Et comme je vous dis, petit à petit, ça va détruire le sentiment vendeur. Et quand il n'y a plus de vendeurs dans un marché, vous savez ce qui se passe. Voilà.
Quand il n'y a pas de vendeurs au début d'un cycle économique, c'est normal. Encore une fois, au début du cycle économique, vous accumulez un maximum d'actions et c'est ça qui fait monter les prix. Quand vous êtes à la fin d'un cycle économique et que vous avez les prix qui montent, ça veut dire que les gens ne vendent pas, ça veut donc dire qu'ils sont prêts à prendre des risques complètement inconsidérés, parce qu'en fin de cycle économique, si on est rationnel, on prend ses gains, hein, encore une fois. Donc ça veut dire comportement irrationnel en fin de tendance, en fin de cycle. La cyclicité des marchés économiques, la cyclicité de l'économie, c'est pas un truc, c'est le premier truc que vous allez apprendre si vous faites un peu d'économie. Donc il faut être conscient qu'on ne va pas contre les cycles économiques. Il y aura de toute façon une récession à venir. Hein, c'est l'autre face de la pièce qui va avec la croissance. Hein, qui dit croissance dit récession. Donc de toute façon, il y aura une récession. Et si Wall Street a fait le con avant, s'ils ont fait les cons avant à Wall Street, et on paiera double dose pendant la récession. Hein, voilà. Ça fait 8-10 ans de croissance, on va rarement au-delà de ça. La simple question, encore je vous dis, c'est quelle structure aura la fin de ce cycle économique? Est-ce qu'on va encore tout péter en termes de résistance avant de tout péter derrière pendant la récession? Ou est-ce qu'on se dit, cette fois, on consolide serein pour avoir un bon gros cycle haussier sur les prochaines décades? Voilà. Bye bye, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui regarderont l'émission demain et on se retrouvera peut-être après-demain soir, je ne saurai pas trop en fonction de ça. Donc à surveiller en ce moment, hein, vraiment le gold, le gaz. Le gaz, il faut attendre le timing, hein, donc patience, patience. Moi je suis sur le contrat qui expire en juin, donc je suis tranquille, mais je pense qu'il ne faut pas être trop fortement exposé sur le gaz. Ça ne veut pas encore décoller. Évidemment, quand ça partira, tout le monde sera en train de courir après. Hein. Voilà. Mais c'est toujours pareil, hein. Il faut anticiper, encore une fois. Prendre du risque, c'est ce qui rémunère dans les marchés. Hein. Ceux qui vous vendent des stratégies à faible risque, fort taux de réussite, ils ne gagnent pas grand-chose, voire ils perdent. Donc faites gaffe, hein, encore une fois, on gagne dans les marchés en faisant une seule chose, en spéculant. Et en spéculant, on fait quoi? On prend du risque. Et en prenant du risque, on prend le risque de prendre une perte. Donc évidemment, la perte fait partie du trading. Et ça, je ne cesse de vous le répéter, si vous avez peur de perdre, vous échouerez systématiquement en trading. Moi, j'en ai strictement rien à foutre quand je me plante. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer juste après. Allez, voilà, donc à surveiller cette nuit le Hang Seng, évidemment, voir s'ils embrayent derrière Wall Street. Autant vous dire que si la tempête de ciel bleu s'empare de tout le panel d'actions dans le monde entier, franchement, il n'y aura personne en fait pour vendre les résistances et elles sauteront tranquillement en fait par un petit engouement acheteur sans nécessairement le volume. Le volume va disparaître, hein, voilà. Il faut vous dire un truc, si on rentre dans une phase de bulle, vous allez voir le volume s'écrabouiller de jour en jour, enfin de semaine en semaine, au fur et à mesure qu'on avancera dans cette pure bêtise. Donc c'est en plus le contexte estival est absolument parfait pour ça, donc personne dans les salles de marché, pas de volume. On peut commencer à lancer les premières phases de bulle pendant l'été, sans grand problème. Donc de toute façon cet été c'est Sell in May Go Away ou To the Moon, Unicorn et Rocket Mode avant de tout péter en 2019. Voilà, bye bye pour de bon.